Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Ah bah vous l'aurez compris, mes très chers enchanteurs, là on fait pas les choses à moitié. Quand on parle de Cendrillon, on met un morceau de Cendrillon. On a avec nous Agnieszka. Coucou ma très chère Agnieszka. Coucou Alina, coucou à tous. Ça fait trop plaisir de t'avoir en direct ce matin, ma très chère Agnieszka. Il y a déjà Claude, il y a Géraldine qui sont arrivés. Et franchement, ça fait plaisir les enchanteurs. Bienvenue à vous, bienvenue à toi Claude, bienvenue à toi Géraldine. Et donc tu vas nous parler de Cendrillon ce matin, c'est ça ? Oui, c'est vraiment un de mes contes préférés. D'ailleurs, c'est mon conte préféré avec La Belle et la Bête. Ah là là, on a beaucoup de similitudes avec Agnieszka, vous aurez remarqué les enchanteurs. Alors, je vais commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui. N'est-ce pas ? Ah oui, trop. Vous êtes prêts ? Oui. Attends, poussière d'étoiles. D'accord. Yeah. Eh bien, bonjour à tous, mes chers enchanteurs du dimanche matin. Bienvenue sur Radio Antasia, la radio où les mots deviennent magie. C'est votre rendez-vous du 4e dimanche du mois et comme à chaque fois, je vous invite à ouvrir la porte des contes et à laisser la réalité se poser un instant. Ce matin, notre voyage nous emmène au pays des cendres et des étoiles. Un conte de fées que tout le monde croit connaître et pourtant, il garde encore bien des secrets. Cette jeune fille, c'est avant tout l'histoire d'une renaissance, une leçon de courage, de bonté et de foi en sa propre lumière, même au cœur de la cendre. Alors, installez-vous bien confortablement et laissez la magie des contes s'inviter dans vos pensées. Ensemble, partons à la rencontre de Cendrillon. Avant de devenir la Cendrillon de Charles Perrault ou celle des frères Grimm, cette jeune fille à la pantoufle de verre a traversé plus de 2000 ans d'histoire. C'est l'un des contes les plus anciens du monde. Et si je vous disais que sa première trace se trouve en Égypte ancienne ? Eh oui, l'Égypte ancienne, la première Cendrillon. Tout commence il y a plus de 2000 ans au temps des pharaons. Une légende racontée par l'écrivain grec Strabon parle d'une jeune esclave grecque vivant en Égypte nommée Rhodopis. Un jour, alors qu'elle se baigne dans le Nil, un aigle emporte l'une de ses sandales et la dépose aux pieds du pharaon. Intrigué par ce signe du destin, le souverain fait chercher la jeune fille à travers tout le royaume. Et lorsqu'il la retrouve, il l'épouse. Rhodopis devient ainsi reine d'Égypte. C'est la première trace connue du mythe de Cendrillon, déjà une jeune fille humble, une chaussure perdue et un mariage royal. Bien plus tard, au XVIIe siècle, en Italie, un écrivain napolitain nommé Giambattista Basile écrit une version bien plus sombre et baroque du conte. Son héroïne s'appelle Zezola. Elle vit avec son père qui est prince de Naples, qui s'est remarié en secondes noces avec une femme hautaine. Zezola est sous la domination d'une marâtre cruelle qui la maltraite. Mais près de Zezola se tient une femme douce, instruite et rusée, sa gouvernante. Et un jour d'ailleurs, cette dernière lui murmure d'une voix mielleuse « Ah, si seulement ta belle-mère mourait, ton père pourrait m'épouser et je te traiterais comme ma propre fille. Je serais tellement aimante avec toi, comme si j'étais ta propre mère. » Zezola cède à la tentation et sur le conseil de sa gouvernante, Zezola fait tomber le couvercle d'un coffre lourd pour casser le cou de sa marâtre, la tuant sur le coup. Il n'y a rien de magique, hein. Et pendant un temps, le père inconsolable, il écoute Zezola et il finit par épouser la gouvernante. Mais cette gouvernante, à peine devenue maîtresse de la maison, la femme montre son vrai visage. Elle amène ses 6 filles qu'elle avait cachées leur existence. Le père s'attache aux 6 nouvelles filles de sa nouvelle femme et il oublie complètement sa propre fille Zezola. La nouvelle belle-mère est encore plus ignoble que la précédente et relègue Zezola dans la poussière. Et l'ignorance du père est aussi ignoble. C'est à ce moment-là que Zezola devient la chatte des cendres
On l'appelle ainsi parce qu'elle vit tapie près du foyer de la cheminée, silencieuse, grise de suie et de chagrin, comme un petit chat, un petit animal blessé. Dans cette version, il n'y a pas encore de marraine la bonne fée, mais une magie naturelle qui veille sur Zézola, un dattier enchanté, poussé d'un rameau venu du ciel, des oiseaux messagers qui l'aideront à aller au bal 6 fois. Parce que dans ce conte, la marâtre a 6 filles et Zézola, soutenue par ce dattier enchanté, apparaît 6 fois pour surpasser chacune d'elles. À chaque apparition, elle change sa tenue, elle renforce son charme et elle fait grandir l'amour du roi. Et oui, celui qui donne un bal n'est pas un prince, c'est un roi qui est amoureux d'elle. Et lors du dernier bal, eh bien, elle perd sa pantoufle. Le roi la retrouve grâce à cet indice et Zézola devient reine. Elle ne pardonnera jamais à sa gouvernante, ses filles et son père. En résumé, donc la fin de Basile, c'est la marâtre et ses filles, elles perdent tout pouvoir. Zézola ne cherche pas à pardonner. Le ton est satirique, mordant et presque cruel. D'ailleurs, Giambattista Basile, il insiste sur le renversement social. Les orgueilleuses retombent dans la poussière dont elles venaient. On peut retrouver le texte intégral sur Internet. Il suffit de taper « La chatte des cendres » Giambattista Basile. Cendrillon, c'est d'abord une histoire ancienne, bien sûr, racontée dans de nombreuses cultures. Mais 2 versions ont marqué notre mémoire. C'est celle de Charles Perrault, publiée en 1697, et celle des frères Grimm en 1812. Alors Charles Perrault, homme du grand siècle, il offrit au monde une Cendrillon pleine de grâce, de poésie, de féerie, d'élégance et de morale, sous le titre de Cendrillon ou la petite pantoufle de verre. Dans l'imaginaire collectif, Cendrillon est la fille aux cendres, celle qui dort près de la cheminée, couverte de poussière et de suie. Mais dans le conte original de Charles Perrault, il existe un second surnom bien plus cruel, Cucendron. Oui, ce mot figure réellement dans le texte de 1697. Dans Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Perrault écrit comment la jeune fille, après la mort de sa mère et le remariage de son père, devient la servante de sa belle-mère et de ses filles. Humiliée, reléguée aux plus basses tâches, elle vit au milieu des cendres du foyer. C'est ainsi que les demi-sœurs commencent à l'appeler l'une Cucendron et l'autre Cendrillon pour se moquer d'elle. Ce mot montre la brutalité du langage, une violence verbale que Perrault, pourtant si élégant, n'a pas adouci. Cucendron est un surnom encore plus humiliant que Cendrillon. Il la renvoie à la saleté, à l'abandon, à la bassesse sociale. Un mot qui claque comme une gifle, glissé par Perrault pour montrer la profondeur de la maltraitance verbale. Les sœurs l'utilisent lorsqu'elles veulent être encore plus méchantes et humiliantes que d'habitude. Cendrillon vient du mot cendre, du latin cinis, ce qui reste du feu. Donc chez Charles Perrault, c'est la grâce et la bonté récompensée. Cendrillon, elle est protégée par sa marraine, la bonne fée, qui l'aide à aller au bal. Et dans la version de Perrault, Cendrillon va 2 fois au bal. Elle y danse avec le prince, mais doit repartir avant minuit, car le charme disparaîtrait. Et au 2e bal, dans sa précipitation, Cendrillon, elle perd sa pantoufle. Le prince parcourt le royaume pour retrouver celle qui chaussait ce soulier magique. Finalement, Cendrillon est reconnue, sa bonté est récompensée et elle épouse le prince. Elle devient princesse. Elle pardonne à ses sœurs et les marie à de grands seigneurs. Et oui, dans cette version, le pardon triomphe. Cendrillon ne se venge pas. Elle élève son âme au-dessus de la cendre. Chez les Grimm, le ton change. C'est un conte beaucoup plus rude. La version allemande des frères Grimm, intitulée Aschenputtel, plonge dans un univers beaucoup plus mystique. Ici, la mère défunte veille depuis sa tombe, sous un noisetier que Cendrillon a planté et arrosé de ses larmes. Chaque jour, un oiseau blanc vient exaucer ses vœux.
C'est la nature elle-même qui devient sa marraine, un symbole de pureté et de résilience. Le père, lui, n'est pas mort. Il reste silencieux, faible et assiste sans agir aux cruautés de sa nouvelle épouse. En étant ainsi, par son indifférence et lâcheté, il devient le complice de la maltraitance de sa fille. Chez les Grimm, Cendrillon se rend 3 fois au bal, 3 soirs successifs, et chaque soir, elle porte une robe différente. Chez Perrault, c'était une robe d'or et d'argent chamarrée de pierreries. Et là, chez les Grimm, la première robe, elle est d'or et d'argent. La deuxième, encore plus éclatante, et la troisième, d'un éclat de soleil. Et quand elle s'enfuit, le prince fait enduire l'escalier de pois, car il en a assez que Cendrillon s'éclipse à chaque fois. Et la troisième fois, elle perd sa pantoufle en or et non en verre. Oui, chez les Grimm, c'est une pantoufle en or. Et lors des essayages de la pantoufle, les sœurs, dans leur folie, iront jusqu'à se mutiler leurs pieds pour entrer dans la chaussure. Mais la vérité finit par triompher et Cendrillon est reconnue et épouse le prince. Et les oiseaux, témoins de sa bonté, punissent les sœurs en leur crevant les yeux pour faire justice. La version des Grimm est dure et cruelle. Chez les Grimm, la justice est implacable et la morale, le bien triomphe, mais le mal paie le prix fort. Alors, la question est, pourquoi la marâtre et les demi-sœurs sont jalouses de Cendrillon ? La jalousie dans Cendrillon, c'est le moteur tragique de toute l'histoire. Et cette jalousie, chez la marâtre comme chez ses filles, se nourrit de 3 sources profondes. Cendrillon, elle possède ce qu'elles n'auront jamais. La grâce et la beauté intérieure. Dans toutes les versions, Perrault, Grimm, Basile, même Disney, Cendrillon brille d'une douceur et d'une bonté naturelle. Cendrillon ne force rien. Elle n'a pas besoin d'écraser les autres pour exister. La marâtre et ses filles sentent instinctivement que Cendrillon possède une chose que ni l'argent, ni les tenues, ni le rang social ne peuvent acheter. La grâce, la bienveillance, l'authenticité. Cendrillon représente une menace pour leur ascension sociale. Pour la marâtre, les choses sont très simples. Elle veut que ses filles réussissent. Elle veut leur assurer une place enviée dans la société. Elle veut les marier à un bon parti. Or, Cendrillon est plus belle, plus douce, plus intelligente. Même sale, vêtue de cendre, elle attire l'attention. Et dans beaucoup d'adaptations, on voit la marâtre sentir ce danger dès le premier jour. La marâtre cherche à tout prix à la briser avant qu'elle ne fleurisse. C'est une stratégie ignoble d'écrasement. Elle veut l'anéantir. Et puis, c'est un miroir insupportable. Cendrillon révèle leurs défauts. La présence de Cendrillon met cruellement en lumière ce que les autres n'ont pas. À côté d'elle, les sœurs apparaissent vaniteuses, arrogantes, maladroites, superficielles. À côté de sa bonté, leur méchanceté semble d'autant plus flagrante. Cendrillon est un miroir qu'elle ne supporte pas, car elle leur renvoie leur pauvreté intérieure. La marâtre aussi projette sa douleur et son amertume sur Cendrillon. Dans de nombreuses versions, on découvre que la marâtre a connu l'amour, l'a perdu, ne se sent plus désirable, elle vieillit, elle vit dans l'insécurité. Alors que Cendrillon, elle est jeune, elle est fraîche, elle est pleine d'avenir. Elle représente tout ce que la marâtre a perdu ou n'a jamais eu. Elles ne sont pas jalouses de ce que Cendrillon possède au niveau matériel, non, mais de ce qu'elle est. La lumière intérieure, elle, ne peut pas se voler. Et c'est cela qui les rend folles. Alors, comment Cendrillon a survécu ? Ben oui, parce que si les contes nous émerveillent, ils nous montrent aussi les ombres. Et dans l'histoire de Cendrillon, l'ombre vient des mots qui font plus mal qu'une gifle. Comment Cendrillon d'ailleurs a gardé son cœur intact ? Dans toutes les versions du conte, la marâtre est d'une brutalité, mais silencieuse, presque élégante. Elle ne frappe pas, elle humilie, elle attaque, elle dévalorise avec art et artifice.
Comment Cendrillon a résisté? Cendrillon n'a jamais répondu par la haine. Non pas par faiblesse, mais par force. Et comment elle a tenu? Sa mère lui a laissé une graine de lumière. Dans toutes les grandes versions, la mère de Cendrillon délivre un ultime message à sa fille avant de mourir. Chez les Grimm, reste bonne et pieuse, je te protégerai du ciel. Chez Perrault, la mère n'apparaît pas directement, mais la fée marraine en est la figure héritée, comme si c'était sa mère venue du ciel. Dans le film de Disney de 2015, « Sois courageuse et sois bienveillante », c'est cette phrase qui garde Cendrillon debout. Les cendres aussi deviennent une armure. La marâtre croit l'humilier en l'envoyant dans la poussière. Mais les cendres deviennent son refuge, son cocon, son lieu de transformation. C'est dans les cendres que la magie va la trouver. C'est dans les cendres qu'elle devient Cendrillon. Et chez Perrault, la marraine, la bonne fée, apparaît près de la cheminée comme une flamme. La bonté de Cendrillon n'est pas de la naïveté. C'est un choix, un acte de résistance. Elle refuse d'être dure, d'être cruelle et de devenir comme elle. Sa bonté est une force morale. Elle ne les laisse pas salir son âme et son être. Et Cendrillon, elle se construit aussi un monde intérieur. Elle parle aux animaux et à la nature dans plusieurs versions. Elle transforme sa solitude en rêvant à aller au bal. D'ailleurs, Disney s'est emparé de ce monde intérieur de Cendrillon dans le film d'animation de 1950 avec ses petites amies les souris, les oiseaux, avec toutes ces chansons magiques. Une question aussi, pourquoi Cendrillon reste-t-elle? Et oui, beaucoup se sont demandé pourquoi elle ne part pas, pourquoi elle ne se rebelle pas. Alors, dans ce contexte, il faut savoir que Cendrillon, elle est sous la tutelle de sa marâtre. Elle est mineure. Elle n'a nulle part où aller. Le père est mort ou devenu passif selon les versions. Elle protège aussi la mémoire de ses parents. Elle croit encore en un monde juste. Elle reste parce qu'elle croit que le bien revient toujours. Et le conte rappelle une vérité universelle. Ceux qui écrasent finissent par tomber. Et ceux qui espèrent finissent par s'élever. Mais il est des soirs où la vie entière semble se refermer comme une porte. Et pour Cendrillon, un soir commence dans la cuisine, le cœur serré, tandis que ses sœurs partent au bal en riant. Cendrillon reste seul, abandonné, ses mains tachées de cendre, et c'est précisément là, au cœur de sa peine, que la magie décide enfin de parler. L'apparition de Marraine, la bonne fée. Perrault dit simplement, sa marraine qui la vit tout en pleurs lui demanda ce qu'elle avait. Une phrase aussi douce comme une main posée sur sa joue. La bonne fée surgit dans la cuisine, près de la cheminée, comme si elle sortait de ce foyer où Cendrillon avait tant pleuré. Elle n'est pas un être lointain, elle est la présence qui veille, celle qui attend le moment juste pour révéler l'invisible. Sa magie n'est pas seulement spectaculaire, elle est juste. Marraine la bonne fée compense les humiliations, remet de la lumière là où l'on avait mis des ombres. La citrouille fuit, rond, oubliée dans un coin, devient un carrosse doré. Les souris, petites âmes silencieuses, deviennent des chevaux fiers. Un rat se change en cocher. Les lézards deviennent laquais et enfin, les haillons se déchirent pour laisser apparaître des habits d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries, éblouissantes comme un lever de soleil, et les fameuses pantoufles de fer. Quand Cendrillon entre au bal, elle n'est plus une servante, c'est une princesse, comme le dit Perrault. Elle est l'incarnation de sa propre lumière. Ses sœurs, pourtant si promptes à la critiquer, ne la reconnaissent pas dans le conte. Oui, la magie de la fée agit ainsi. La méchanceté ne peut pas la voir et ne peut pas voir la magie. Le prince n'a Dieu que pour elle. Cendrillon danse comme si chaque pas effaçait un chagrin ancien.
Elle rayonne, mais n'oublie jamais d'être ce qu'elle est. Elle parle même à ses sœurs et leur offre des oranges et des citrons. Et les sœurs, au retour du bal, diront à Cendrillon qu'elles ont vu. Le soir du bal, elles ont parlé à une belle princesse. Cette nuit magique a une frontière, évidemment, les 12 coups de minuit. D'ailleurs, pourquoi 12? Dans les contes, rien n'est laissé au hasard, surtout pas les chiffres. Le 12 est l'un des symboles les plus puissants. Il apparaît partout. 12 mois de l'année, 12 heures sur le cadran, 12 signes du zodiaque, 12 coups qui rythment le passage d'un monde à l'autre. Le 12e coup n'est pas seulement une heure, c'est une frontière. Le seuil entre le merveilleux et le réel, entre le rêve et la vie ordinaire. Alors pourquoi tout redevient-il comme avant à minuit? Eh bien parce que la magie de la fée n'est pas un état permanent, mais un cadeau conditionnel. Elle offre à Cendrillon une chance, mais pas une vie magique tout entière. Et c'est justement parce que la magie s'efface que le prince partira à sa recherche, que la pantoufle deviendra une preuve, que l'amour se construira hors du bal dans la lumière du jour. En vérité, si la magie durait toujours, Cendrillon n'aurait jamais été reconnue pour ce qu'elle est. Lorsque le charme disparaît, ce n'est pas une punition, c'est une révélation. La fée prouve ainsi que ce n'est pas la robe qui rend Cendrillon exceptionnelle, c'est la jeune fille qui rend la magie digne d'exister. Alors il y a un petit débat, la pantoufle de verre. Et oui, chers auditeurs, laissez-moi vous conter un mystère que beaucoup croient connaître, la fameuse pantoufle de Cendrillon. Et contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas une pantoufle en verre, V-A-I-R, mais bien une pantoufle en verre, V-E-2-R-E. Alors verre, V-A-I-R, le verre, c'est une fourrure grise et blanche, une variété d'écureuil, une fourrure d'écureuil. En fait, c'est des chaussures de verre, c'est-à-dire des chaussures fourrées avec ce style de fourrure. Donc, et cette précision est capitale pour comprendre l'esprit de Perrault. Alors, pourquoi on a dit, voilà, c'était de verre, V-A-I-R? Alors, l'origine de la confusion, en fait, vient de Balzac. Au XIXe siècle, Honoré de Balzac, en évoquant Cendrillon dans ses écrits, a commis une erreur devenue célèbre. Il parle de pantoufle en verre, V-A-I-R, le type de fourrure utilisé dans les manteaux de nobles. Alors pourquoi cette confusion? Donc le mot verre, V-A-I-R, et verre, V-E-2-R-E, se prononcent de la même façon. Il pense que c'est une erreur de traduction. Deuxièmement, Balzac, dans son analyse, a trouvé improbable que l'on danse avec des chaussures en verre, V-E-2-R-E, et a voulu rationaliser le conte pour ses lecteurs du XIXe siècle, et du coup il a semé le doute. Mais c'est oublier l'intention de Perrault. Lorsque Perrault publie Cendrillon ou la petite pantoufle de verre VE2RE en 1697, Perrault est vivant lorsqu'il y a cette publication et il est conscient de ses choix. Le mot verre VE2RE est volontaire. La chaussure n'est pas faite pour être pratique. Il ne pense pas de manière rationnelle, mais pour symboliser la magie, la pureté et l'exception de Cendrillon. Donc la magie du verre VE2RE, oui, le verre est fragile, délicat, unique. Il incarne la pureté de Cendrillon. Il brille de mille feux, le reflet de sa bonté et de sa grâce intérieure. Il relie le monde réel au monde magique. Le carrosse, la robe, les animaux transformés par la fée se rejoignent tous dans cette étincelle de cristal. Perrault ne voulait pas que l'on doute de la magie. Il voulait que chaque pas de Cendrillon, chaque danse, chaque saut dans l'escalier soit un symbole de lumière et de merveille. Danser avec du verre, VE2RE? Mais oui, bien sûr. Ce n'est pas la réalité physique qui compte ici, mais l'alchimie du conte. L'impossible est possible dans les contes de fées. La pantoufle d'ailleurs dans l'animation et le cinéma. Dans le film d'animation Disney de 1950, d'ailleurs, les animateurs ont mis un soin particulier à faire scintiller le soulier à chaque pas. Le verre, VE2RE, devient un véritable symbole et de lumière et de destin. Également dans le film de 2015 de Disney,
La pantoufle reste translucide, fragile et magique, fidèle à Perrault. Ainsi, cher auditeur, la pantoufle de Cendrillon est bien en verre VE2RE, symbole de magie et non de fourrure. La prochaine fois que vous entendez pantoufle de verre, souvenez-vous que Perrault voulait que nous voyions la pureté, la grâce et l'éclat du cœur de Cendrillon et non une simple chaussure. Il faut savoir aussi quand Walt Disney sort Cinderella en 1950, le studio est au bord de la faillite. Cendrillon devient alors une fée salvatrice pour Disney lui-même. Le film connaît un succès colossal, sauvant les studios. Oui, c'est Cendrillon qui a sauvé les studios Disney. Le dessin animé est un mélange de Perrault et de pure invention. D'ailleurs, la marraine, elle est drôle, elle est scintillante, les petites souris chantantes. On a nos amis Jacques Gugus, les amis de Cendrillon, Lucifer, le vilain chat de la marâtre, Pato, le chien de Cendrillon, le prince amoureux, le roi et le chambellan, un duo très très drôle, l'horrible marâtre très hautaine et les sœurs ridicules. D'ailleurs, il y a une anecdote. La robe de bal qui a été dessinée par le studio, il a été dessiné pour évoquer la lumière lunaire. Pas l'or ni l'argent, les animateurs du studio d'animation ont passé des semaines à créer cet effet d'éclat qui semble irréel. Disney s'est inspiré de la première version de Perrault où Cendrillon avait une robe de bal d'argent de lune. D'ailleurs, regardez bien le dessin animé original de 1950. La robe n'est pas bleue. Elle est couleur de lune. C'est un gris bleu très 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 clair avec un peu légèrement de blanc. La musique est de Oliver Wallace et elle enveloppe le spectateur sur un nuage. Et oui, Cendrillon a une voix douce. Elle rêve d'aller au bal et rencontrer le prince depuis sa mansarde. Puis vient la scène de la robe déchirée, un moment bouleversant. Les souris et les oiseaux ont cousu la robe avec amour qui appartenait à sa mère. Mais en un instant, les demi-sœurs la déchirent sous les rires cruels de leur mère. Le rêve se brise et la lumière s'éteint. C'est la mort symbolique du rêve de Cendrillon, juste avant sa résurrection. Et soudain, la fée marraine apparaît, enveloppée d'étincelles, chantant « Bibidi, bobidi, bou ». Elle redonne vie au rêve. Et cette chanson, Bobidi, elle a été créée en 1948 par Mark David, Jerry Lewinson et Al Hoffman pour le film d'animation de 1950. Et cette chanson, il faut savoir qu'elle est devenue l'incantation la plus célèbre du monde des contes. Une formule magique, sans logique, mais pleine de joie, de rythme et de lumière. Ces mots enfantins sont comme un sort bienveillant lancé sur le monde. Ils rappellent que la magie ne réside pas dans la baguette, mais dans l'énergie que l'on met à croire. Et d'ailleurs, pour animer ces scènes d'une grâce naturelle, les studios Disney filmèrent une actrice réelle que j'ai déjà parlé, Helen Stanley, danseuse et modèle, qui a prêté ses gestes et expressions à Cendrillon. Et les animateurs observaient ses mouvements pour la capturer, chaque battement de cils, chaque inclinaison de visage. Helen Stanley servira plus tard aussi de modèle pour La Belle au bois dormant, Aurore, et Anita pour les 101 Dalmatiens. C'est elle qui, en tous les cas, a donné à Cendrillon cette élégance réaliste, mélange de grâce et de beauté. Alors, nous avons passé le film de 2015, produit par les studios Disney. Pourquoi ce film nous transporte avec autant de magie? Pourquoi ce film de Cendrillon sorti en 2015 nous bouleverse-t-il autant? Eh bien parce que ce film, il a quelque chose de rare. Il ne se contente pas de montrer la magie, il nous fait croire en la magie. Alors, qui a pu créer un film aussi élégant, aussi vibrant, aussi profondément humain? La production est de Disney, on est d'accord. Mais le réalisateur, qui est-ce? C'est à nous que tu poses la question? Oui. Oui. Bah écoute, je n'ai pas fait de recherche autour du réalisateur. Donc là, tu vas m'apprendre quelque chose. Eh bien, c'est un magicien. Ah. C'est un magicien c'est un acteur, un metteur en scène.
Je suis sûre que vous allez connaître. Tu parles de la version de dessin animé ou de la version film? Là, c'est le film. Ah. Là, c'est le film de 2015, en fait, qui a été produit par Disney, mais le réalisateur, et comme j'ai dit, c'est un homme de théâtre, c'est un acteur et metteur en scène, c'est un magicien du grand écran qui connaît la magie sous toutes ses formes. Ah. Son nom est, alors, si je vous dis Harry Potter. Non. Il a joué dans Harry Potter. Ah, il portait la cape du professeur Gilderoy. Non, sans déconner. Harry Potter et la chambre des secrets. Oui, moi, le magicien. Professeur prétentieux, séducteur et souriant qui volait les exploits d'autrui, d'autres sorciers et ne savait faire qu'un seul sort, celui de l'amnésie. Énorme. Alors là, tu m'apprends un truc que je savais même pas. C'est Kenneth Branagh. J'espère que je le prononce bien. Et oui, c'est pour ça que c'est magique, c'est autant magique ce film. C'est mon préféré, j'adore le film. Voilà. Après avoir joué un magicien de pacotille, il devient le véritable enchanteur d'un conte d'amour et de lumière. Et oui, non seulement il est acteur, mais il est aussi metteur en scène, c'est ça qu'il faut savoir. Et oui, et ce film, il parle au cœur avant de parler aux yeux. Chaque image respire, chaque couleur semble vivante. En fait, l'héroïne Cendrillon, elle a un prénom en plus, il lui a donné un prénom. Et là, éclat du soleil, ça veut dire éclat du soleil déjà. Interprétée par la radieuse Lily James, elle grandit dans une maison baignée d'amour. Et sa mère, avant de mourir, on sait très bien la fameuse scène qui est émouvante, qui lui dit « Sois courageuse et bienveillante, c'est une bénédiction qui guidera tout son destin ». Et son père, malheureusement, disparaît. Et c'est dans ce vide que s'installe la marâtre. Alors l'actrice Cate Blanchett est époustouflante dans ce rôle. Époustouflante de cruauté aussi, sous ses sourires de glace. On devine la jalousie, la rancune d'une femme blessée, témoin d'un bonheur qu'elle a jadis connu. Et ces deux filles, vaniteuses et maladroites, elles perpétuent la moquerie. Alors, il y a aussi la rencontre d'Ella et du prince. Donc, vous savez, le prince dans le film, il est incarné par Richard Madden, Robb Stark dans Game of Thrones. Oui, et je trouve que ça lui va vraiment bien aussi, ce rôle. Ça lui va super bien. Et je ne sais pas si vous avez vu, c'est l'alchimie du couple. L'alchimie du couple à l'écran. Et là, le prince, c'est deux âmes miroirs. Pour moi, dans ce film, cette alchimie se ressent dès la première rencontre. Et là, le prince se rencontre à cheval dans la forêt. Elle ne sait pas qu'il est prince. Il ne sait pas qu'elle vit dans la cendre. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe, une étincelle éternelle. L'actrice Lily James et l'acteur Richard Madden, ils partagent une complicité rare à l'écran. Leur jeu repose sur la sincérité du regard. Elle joue la douceur qui ose s'affirmer. Lui, il joue la noblesse qui apprend à écouter. Et chacun voit dans l'autre un être vrai. On sent chez eux une parfaite harmonie, une musicalité magique. Parce que, et là, Cendrillon, elle est la lune. L'intuition, la tendresse, le rêve. Le prince, lui, il est le soleil. C'est l'action, c'est la loyauté, c'est la lumière. Et ensemble, eh bien, ils deviennent le jour et la nuit qui s'épousent. Une union d'équilibre et de reconnaissance. Et même dans la grande scène du bal, leur valse ne fait qu'un. Leurs mains se cherchent, leurs gestes s'accordent au rythme de la valse, composée par Patrick Doyle, qui a fait la musique d'Harry Potter aussi. Il y a du Harry Potter. Hein. Pour ça qu'on l'aime autant. Hein. Je pense que c'est pas anodin. Voilà, c'est une musique pour symboliser le cœur qui bat l'unisson. Elle est magique, la musique. Et puis aussi la fée marraine, qui est jouée par Helena Carter, qui joue aussi dans Harry Potter. Oui, exact. Ben, tu vois, 3. Ça fait beaucoup. 3. Ça fait beaucoup. Donc cette fée marraine, elle apparaît d'abord sous les traits d'une vieille mendiante assoiffée. Et cette scène, en fait, elle rend hommage à un autre conte de Perrault, Les Fées, où une vieille femme teste la bonté d'une jeune fille pour lui donner à boire. Ici encore, voilà, c'est ça, oui. Et ici encore, la magie, elle récompense le geste du cœur. Disney s'inspire encore de Perrault. Waouh.
Donc la robe bleue d'Ella, elle est ornée de voilà, elle est magnifique. D'ailleurs, quelle majesté lorsqu'elle descend les escaliers et qu'elle avance comme une plume devant le prince. Vraiment, elle est d'une grâce et d'une élégance. Voilà. Et à la fin, quand même, il faut savoir, quand elle regarde sa marâtre, le moment le plus fort du film, c'est quand elle regarde sa marâtre et dit simplement « Je vous pardonne ». C'est d'une puissance vraiment incroyable parce que Cendrillon nous rappelle ce qu'elle réveille en nous, la beauté de rester soi-même même quand le monde se montre cruel. Voilà. Donc ce film, il réunit toute la magie de Perrault. Et il faut savoir que la robe qu'elle avait, elle pesait plus de 8 kilos. Elle était composée de 7 couches de tulle et de 10 000 cristaux Swarovski. D'où l'effet extraordinaire à l'antenne. Ah, complètement. Alors juste une autre version que vraiment je vous invite à regarder sur YouTube. On peut la trouver, c'est 3 noisettes pour Cendrillon. C'est la perle tchèque. Ah oui, vous pouvez la voir sur YouTube. Vous tapez 3 noisettes pour Cendrillon, film complet en français, quelque chose comme ça. Ça a été réalisé en 1973 et ici, c'est une Cendrillon complètement différente, mais c'est tellement joli. Elle est vive, elle est malicieuse, elle grimpe aux arbres, elle tire à l'arc. Enfin, c'est une héroïne libre et audacieuse. Et il faut savoir que le film a été tourné dans des paysages enneigés. Sa musique est tellement devenue légendaire dans toute l'Europe de l'Est qu'une mélodie douce et mélancolique elle est jouée chaque hiver à la télévision tchèque et allemande comme un rituel de Noël. Et en plus de ça, la robe de Cendrillon, qui a servi au film, n'a jamais été vendue ni exposée. Elle est conservée dans un musée secret de Prague comme un talisman de conte. Pour vous dire à quel point Cendrillon, voilà. Et il y a également aussi le film À tout jamais avec Drew Barrymore, qui se passe donc pendant la Renaissance, autour de la Renaissance française. Sympa aussi cette version, j'aime bien. Bon, voilà. Je préfère 2015, mais... Voilà. Il n'y a pas trop de magie en fait là-dedans. C'est plus À tout jamais, il transforme le mythe en une histoire d'émancipation en fait. La femme prend le pouvoir en fait sur sa destinée. Voilà. C'est ça. C'est une Cendrillon sans baguette, mais pas sans lumière. C'est un conte moderne où la femme ne se contente pas d'attendre. Elle agit, elle pense, elle s'affirme, elle ose aller contre sa marâtre. Et c'est peut-être là la plus belle des magies, de s'affirmer. C'est vrai. Alors voilà, donc Cendrillon, qu'elle soit de Perrault, de Grimm ou de moi le magicien, reste un symbole universel. C'est l'histoire d'une âme malmenée qui refuse de s'éteindre, de la perte d'une mère à la solitude, de l'humiliation à la dignité retrouvée. Cendrillon nous enseigne la foi, la bonté et la patience. C'est l'histoire d'une renaissance, celle d'une jeune fille qui transforme la souffrance en force. Un message pour tous ceux et celles qui ont un jour douté de leur valeur. Nous portons tous quelque part une Cendrillon en nous, celle qui garde la foi malgré la cendre, celle qui attend son propre moment de lumière. Et à vous, les rêveuses, les femmes fortes, les âmes sensibles, Cendrillon, c'est vous, celles qui gardent leur lumière dans la poussière du quotidien, celles qui, même blessées, continuent d'aimer, de sourire et de croire. Le monde peut être cruel, mais votre bonté est une magie ancienne, indestructible. Alors ce matin, gardez vos pantoufles de verre, même fissurées. Elles sont la preuve que vous avez marché dans le feu et que vous en êtes ressortie étincelante. Parce que le vrai triomphe n'est pas la revanche, mais la paix intérieure. Et si elle devient princesse, ce n'est pas par magie, mais parce qu'elle n'a jamais cessé d'être bonne. Alors ce matin, sur Radio Antasia, que chacun garde en soi cette étincelle, car il y a dans chaque vie un peu de cendre à surmonter et dans chaque cœur une pantoufle de lumière prête à briller. C'est magnifiquement conclu, ma très chère Agnieszka. Vraiment. Je suis en retard. C'est très beau. Ah bah c'est que le lapin blanc est toujours en retard. Oh my God. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur Cendrillon. Oui, bah oui, 30 minutes, c'est court les amis. C'est très sûr. court.
Donc, il faudra me retrouver pour le dimanche 28 décembre. Je vais vite alors. Oui. De quoi on parlera le 28 décembre? Eh bien, on va parler de Casse-Noisette et le roi des souris. Waouh! Alors, je connais très peu ce conte. Eh bien, écoute, il a été écrit en 1816 par Amadeus Hoffmann. Waouh! Et oui, c'est un conte de Noël. C'est vraiment un conte de Noël qui est fait pour Noël. Eh ben. Voilà, Casse-Noisette. Je vais le noter pour pas oublier. Casse-Noisette. Et le roi des souris. Eh oui. C'est fait. Casse-Noisette pour le mois de décembre, les amis. Oui, le 28 décembre. Le 28 décembre. Oui, que je dise pas de bêtises, parce que des fois... Non, mais attends. Moi, je l'ai noté au 25 janvier. Je suis à l'ouest. Écoute, je suis encore émue avec ta chronique sur Cendrillon. Oui. C'est pour ça. Ah, c'est parce que je t'ai dit que c'était moi le magicien, Guy. Non, je trouve que le film m'a tellement émue de 2015 et notamment le passage où sa maman, avant qu'elle décède, lui dit tout ça, que ça me ouf. Oui, et ce film, il est émouvant du début à la fin. On est pris par l'émotion, et c'est ça que justement notre magicien, le magicien a très très bien filmé, parce que lui, il ressentait cette magie et il a donné cette magie à ce film. Et on le sent que ce monsieur, c'est un magicien. On le sent. Ah, c'est sûr. Ah ouais, non mais c'est sûr, c'est fou. C'est pas un hasard, Ouais. C'est pas un hasard, Et c'est pour ça qu'ils auraient dû le prendre pour faire les autres versions de Disney, pour faire La Belle et la Bête, pour faire les autres versions de films Disney. Ils auraient dû reprendre le même réalisateur. Eh oui. Alors, il est midi une, mes très chers enchanteurs. Oh là là. Oui, on va faire le tirage au sort et puis quand on reviendra, il y aura le lapin blanc, ma très chère Agnieszka. Tu crois? Oui, il est là, il très vite. Oh, oui, je suis là. Papa, je suis là pour le ding-dong de minuit. Ah bah non, alors, il est midi. Ah la ding-dong. Bah non, les lapins, ils n'ont pas été retenus pour le casting. On a préféré un rat ou une noix pour conduire le carrosse. C'est ça. Tout de même, j'aurais été 2 fois plus vite pour ramener Cendrillon à la maison. Tout de même, elle a failli étouffer dans la citrouille, la pauvre. Oh là là. Ah bah c'est sûr que si c'est toi qui avais tenu le carrosse, oui, on aurait su qui elle était, parce que tu serais arrivée en retard, tu serais pas arrivée avant minuit, c'est clair, Ah bah oui, oh là là, oui, puis j'aurais fait le lapin ninja avec la vilaine baratte. J'aurais fait po. Allez, au revoir, vilaine femelle, tu n'es pas digne d'exister. Va retourner avec ta copine, la reine de cœur. Non mais non, faut pas se laisser faire, car je suis un lapin libre, indépendant et souverain. Po. Voilà, c'est la minute po du lapin blanc, nous dit Lysia. Po. Mais oui, c'est pas mal. Alors, mes très chers enchanteurs, on va faire une toute petite pause musicale avec justement le morceau que j'adore. J'imagine que toi aussi, ma très chère Agnieszka, de Patrick Doyle, la valse de l'amour, la version du film de 2015. J'adore ce passage quand il danse en fait. Et pendant ce passage de musique, on va faire le tirage au sort. Je vous rappelle, mes très chers enchanteurs, que si vous êtes tiré au sort, on vous appelle en direct et je vais dire allô. Oui, allô, vous allez répondre. Là, je vais vous dire qui ai-je au bout du fil. Vous allez répondre, je suis un enchanteur. Et vous gagnez le magnifique cadeau d'Agnieszka. Et oui, parce que ce mois-ci, c'est le cadeau d'Agnieszka. Tu auras l'occasion un petit peu de nous développer un petit peu ce cadeau, Agnieszka? Bien sûr, oui. Bien sûr. Magnifique. Au passage, je te remercie grandement pour ce merveilleux cadeau. Vraiment. Ah bah c'est en avant-première. Avant-première, j'ai dit, allez, c'est pour un enchanteur. On est d'accord. Voilà, parce qu'il sort en fait le 10 décembre. Ouais. Donc là, voilà, vous l'avez avant Noël. Avant le 10 et avant tout. Voilà. Et vous allez pouvoir faire de jolies recettes pour Yule et Noël. Moi, je vous le dis, grâce à ce joli cadeau. Alors, on se laisse quelques minutes, le temps du tirage au sort. Julia, j'aime bien. Et après coup, hop, on revient à l'antenne. À tout de suite, les enchanteurs. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.